Le Caucase est terre de légendes et de chevaux. Le Caucase est une gigantesque barrière montagneuse aux vallées isolées, où le soleil, pas plus que le voyageur, ne pénètre jamais. C'est une contrée lointaine, inconnue, sauvage, entre mer Noire et mer Caspienne, entre le monde chrétien et le monde musulman, entre l'Europe et l'Asie. Le Caucase, plus que toute autre région de l'Empire russe, a conservé, souvent au prix d'une résistance acharnée, ses traditions anciennes et son atavisme. Ses chevaux aussi. On y trouve de nombreux troupeaux libres, à demi sauvages. Ces chevaux locaux, nés en altitude, sobres, rustiques, petits, 1,50 m au garrot, système respiratoire d'athlètes, grimpeurs infatigables, ils portent les noms des vallées où depuis des millénaires, ils vivent en pleine nature. Ce cheval du Caucase, on l'appelle Kabardine, tout simplement parce que c'est le cheval des Kabardes, d'un peuple qu'on appelle les Kabardes, qui a un autre nom peut-être plus connu chez nous, qui est le nom des Tcherkesses. Et le nom Tcherkesse, d'ailleurs, c'est intéressant de le souligner, c'est ce nom qui a donné le nom circassien, c'est-à-dire les gens de Circassie, qui ont donné ensuite le nom des activités, enfin qui est un adjectif qui est venu aux activités de cirque, parce que en effet, les premiers à avoir utilisé cette équitation dite cosaque, cette voltige adaptée sur le cercle, qui est devenue donc une équitation de cirque, ce sont des circassiens, c'est-à-dire des Tcherkesses. Et l'autre nom des Tcherkesses, c'est Kabarde. Le distinguo entre Kabarde et Tcherkesse a été aggravé, accentué à l'époque de Staline, qui lui-même était un Caucasien, puisqu'il était de Géorgie, et qui, appliquant le vieux principe diviser pour régner, avait créé dans le Caucase du Nord, donc dans une partie qui appartient à la Russie, avait créé toutes sortes de petites républiques dans lesquelles il s'arrangeait pour qu'aucune ethnie soit majoritaire. C'est ainsi que, pour les deux républiques qui nous intéressent, il y en a une qui réunit des Kabardes et des Balkars, tandis que la république d'à côté réunit des Karatchaïs et des Tcherkesses. Mais en fait, Balkar et Karatchaïs, c'est la même chose, Tcherkesses et Kabardine, c'est la même chose. Simplement, il avait fait deux paquets pour justement répartir les Balkars d'un côté, les Tcherkesses de l'autre, et qu'aucune ethnie ne puisse dominer l'autre, qu'il n'y ait pas donc l'éveil d'un sentiment national qui pourrait amener ces petites républiques à revendiquer éventuellement une indépendance. Il y a eu des conséquences, évidemment, de cette disposition politico-géographique de la part de Staline, c'est que le cheval qu'on appelle Kabardine dans la République Kabardino-Balkar, ce même cheval, on l'appelle Karatchaï dans la République Karatchevo-Tcherkesse. En gros, et pour simplifier, les Balkars et les Karatchaïs sont plutôt des populations plutôt turcophones, qui ont un langage, enfin parmi les innombrables langues qu'on parle dans le Caucase, il y a quand même quelques grandes familles. Parmi ces grandes familles, il y a le turc et, une des variantes du turc, et c'est la langue qui est parlée par les Balkars et les Karatchaïs. Tandis que les Tcherkesses, c'est-à-dire les Kabardes, eux, sont d'une langue proprement caucasienne. Voilà. Donc, mais, en vérité, bien sûr, les Tcherkesses vous diront le contraire, mais en vérité, le cheval Kabardine et le cheval Karatchaï, c'est le même cheval, simplement il y en a un qui est développé plutôt
par des populations d'origine proprement caucasienne et d'autres qui est développée plutôt par des populations proprement turcophones ou issues du turc. Ce cheval kabardine, ce cheval des Kabardes, ce cheval des Tcherkesses, ça a été, comme les Tcherkesses eux-mêmes, un cheval de guerre d'abord. C'est vrai que les Tcherkesses ont été parfois recrutés comme mercenaires pour des armées innombrables. C'est ainsi d'ailleurs que cette fameuse armée mamelouk, à laquelle Bonaparte a dû s'opposer arrivant au pied des pyramides, était très largement composée de populations d'origine tcherkesse. Alors est-ce que les chevaux, d'ailleurs tcherkesses, kabardines, sont arrivés jusqu'en Égypte? On peut le supposer, on peut le croire, mais bien qu'il n'y ait pas de certitude. Mais ce qui est certain, c'est qu'un des premiers usages de ce cheval, ça a été évidemment de participer au combat. Parce que les peuples du Caucase, qui sont principalement des peuples de bergers, sont aussi des guerriers. Regagnons les vallées de la Kabardino-Balkarie les plus encaissées, les plus inaccessibles, à la rencontre des chevaux locaux qu'on appelle du nom de la région où ils vivent, les chevaux kabardines. Ces chevaux sont en perdition, et c'est pourquoi nous rencontrerons celui qui s'est juré de sauver leur peau, un solide gaillard natif du coin, fier d'être né là, et qui a pour nom Ibrahim Yaganov. Ну, кабардинские лошади совсем недавно были на грани исчезновения. Был период, когда поголовье племенных, породистых, в общем, кабардинцев достигло 300 голов. Мы очень беспокоились. И фактически в те времена мы и начали заниматься лошадьми с такой юношеской, в общем, целью спасти прежде всего эту породу. Фактически на этих лошадей рынка нет, спрос на них минимальный, ввиду того, что про них очень мало знают. Я уверен, если бы знали бы о качестве наших лошадей, о том, как мы их содержим, где они пасутся и что они могут выдержать, интерес к ним бы значительно возрос. Ну, соответственно, бы появился бы рынок, и вопрос о спасении лошадей отошел бы, и мы бы занялись бы развитием этих лошадей. Пока мы не можем сказать, что занимаемся развитием, в общем, лошадей, пока мы их спасаем. В общем, как содержали наши предки тысячелетиями, мы фактически не имеем возможности использовать высокие технологии, и мы считаем, что это наше преимущество. В нашей глубинной отсталости, в общем, есть очень много своих преимуществ. Эти лошади остались натуральными, они могут выживать в очень экстремальных условиях. Фактически, если самую худую лошадь отпустить на свободу, в течение 20 дней она становится уже в хорошей кондиции. У них очень сильно развит иммунитет, они фактически не болеют. Например, у меня в хозяйстве нет ветеринара. Мы со своим братом фактически полностью обслуживаем их и в плане тренинга, и в плане ветеринарного обслуживания. В принципе, все мы делаем сами, в результате чего лошадь сама относится к нам с любовью. И всегда, в общем, то, что ты, в общем, сделаешь для лошади, она никогда не пропадет. Оно всегда возвращается.
фактически все эти годы мы работали над в общем, качеством этих лошадей. Мы много ездили по Европе, по миру, принимали участие во многих соревнованиях. Лучшие результаты по пробегу, в общем, пока у нас, и никто еще этих результатов не побил, и мы не собираемся уступать, в общем, пальму первенства. В ближайшие годы мы планируем подготовить лошадей для конных, в общем, пробегов, но прежде всего мы в первую очередь занимаемся длительными переходами. У нас в активе нашего хозяйства 6 таких длительных переходов на длительные расстояния. Последний такой переход у нас был на 1000 километров, и по Кавказу, и эту дистанцию мы фактически покрыли за 10 дней, хотя рассчитывали за 12. Перспективы дальнейшего развития коневодства, скажу откровенно, у нас немного мрачные. Сейчас есть небольшой подъем, но этот подъем был простимулирован неким экономическим подъемом в России. Большинство новых конезаводчиков, они люди богатые, олигархи. И если в ближайшее время экономика начнет падать, и лошадь, она в принципе и сейчас прибыли не приносит, но начнет приносить большие убытки, есть угроза, что они прекратят заниматься этими лошадьми, и мы можем вернуться к исходным позициям, которые у нас были лет 10 назад. А именно останутся несколько энтузиастов, конезаводчиков, которые просто фанатично любят этих лошадей, и для того, чтобы спасти их, и ради страсти и любви к ним, они содержали, содержат и будут содержать лошадей. Генетически страсть к лошадям существует у каждого черкеса, у каждого адыга. Оно у нас врожденное. Слово «лошадь» на кабардинский язык переводится как «брат». Кабардинец всегда считал лошадь своим младшим братом. В связи с чем В связи с чем испокон веков кабардинцы разводили лошадей. Всю жизнь они были к ним привязаны, и кабардинец на лошадь смотрит не как на какую-нибудь, в общем, скотину, а как на своего друга, на своего младшего брата. То есть он имеет статус такого же человека в семье, и лошади всегда считались членами ихней семьи, потому что всю жизнь, живя в таких климатических условиях, gagnons une bourgade au nom imprononçable, Pririechenskoye, ce qui signifie tout simplement au bord de la rivière, une rivière appelée Malka. Au bout du village, en face d'une petite maison datant sans doute de l'époque soviétique, récemment transformée à la hâte en mosquée, un portail majestueux, fer forgé, ouverture automatique, poste de garde, donne accès à un parc magnifique. C'est en 1870, très exactement, qu'un officier de l'armée du tsar, d'origine kabarde, un certain Katsokov, portant un double prénom, Lokman, caucasien, et Dimitri, russe, décide de créer là, sur un domaine qui à son apogée s'étendra sur 13 000 hectares, un haras entièrement voué à l'élevage d'une race de chevaux autochtones, le kabardine. Un animal aux qualités exceptionnelles, résultat miraculeux des croisements, au cours des siècles et au gré des invasions innombrables. Mongols, kirghizes, turkmènes,
turc, persan et d'autres peut-être encore. Un cheval qui concentrerait en lui toutes les qualités, sans en avoir retenu les défauts, des races qui le composent. Mais à la pérestroïka, l'État s'étant effondré, le haras périclite. Les chevaux disparaissent, sont volés, et le personnel n'est pas payé. Un espoir pourtant était né, voici quelques années, lorsque le président de la République de Kabardino-Balkarie, Arsène Kanokov, fit semblant de s'intéresser à la question et de vouloir contribuer à sauver une race sur le déclin, faute d'emploi. Les bergers aujourd'hui, il faut les comprendre, préfèrent une 4x4 à un troupeau de chevaux, dont l'entretien est souvent une succession de corvées. Le président ordonne à un de ses amis, et sans doute associé, riche homme d'affaires du coin, Anatoly Pitov, de restaurer le haras historique, abandonné depuis la fin des temps soviétiques. On crut que c'était pour en faire le temple, le conservatoire de la race, où l'on pourrait mettre en valeur les qualités compétitives incontestables du cheval kabardine. Mais hélas, l'endroit magnifiquement situé le long de la rivière est davantage aujourd'hui une datcha pour ce président qui a fait fortune dans le commerce. Un lieu de détente pour épater ses copains oligarques comme lui. D'ailleurs, davantage intéressé par les performances sur hippodrome que par les qualifications en endurance, il donne ordre au jeune zootechnicien de 27 ans qui dirige aujourd'hui le haras, Salim Hasanbievitch Oritchev, de se mettre lui aussi, hélas, à produire comme tout le monde en Russie, du pur sang anglais. Est-ce la fin du haras de Malka et de sa mission principale? Est-ce la fin du cheval kabardine? Il y a des jours où nous le craignons. Mais, comme Ibrahim Yaganov veille, quelques espoirs sont tout de même permis. Faut-il parler d'une race en voie d'extinction? Et oui et non. Je veux dire, la plupart des races de chevaux utilitaires sont en effet en voie, sinon d'extinction, en tout cas de forte diminution, pour l'excellente raison que, comme chez nous d'ailleurs, notre percheron, nos chevaux d'attelage, à partir du moment où après la guerre on n'en a pas eu un besoin dans la vie quotidienne, il est évident qu'on a cessé d'en élever, d'en fabriquer, que le cheptel a diminué. Alors cette diminution a atteint une cote d'alerte dans le Caucase, où en effet, on ne peut pas jeter la pierre d'ailleurs aux Caucasiens en disant regardez, ils sont en train de laisser mourir, disparaître comme ça une race de chevaux. On ne fait pas mieux, nous, avec nos chevaux de trait. Donc il faut trouver
La seule chose qui puisse sauver une race ou un type de cheval de la disparition, c'est son utilisation. Or, il faut bien reconnaître que pour un berger, dans des conditions difficiles de climat, d'altitude, etc., c'est plus pratique d'avoir un 4x4 ou une moto que d'avoir à entretenir des chevaux. On voit bien d'ailleurs chez nous, la reconversion du cheval, c'est dans les loisirs, c'est dans les activités sportives. Il faut savoir que ces régions du Caucase n'en sont pas à un stade de développement et de prospérité qui permettent le développement rapide d'activités de loisirs. Dans le Caucase, on travaille, on n'a pas des journées de 35 heures, donc des semaines, pardon, des journées, oui, éventuellement, mais pas des semaines. Donc, il y a eu, je crois, en effet, une réelle menace. Heureusement, des gens comme Ibrahim Yakonov et quelques autres, par patriotisme, par amour du cheval et pour des raisons diverses, politiques éventuellement, ont décidé et sont intervenus pour relancer, sauvegarder ce qui était à sauver et relancer l'activité. En ce qui me concerne, je n'ai fait que les encourager parce que c'est vrai que ce cheval aurait des chances très sérieuses de briller dans des compétitions d'endurance, à condition de faire ce qu'il faut. C'est-à-dire que là encore, est-ce que les conditions locales permettent d'entraîner convenablement ces chevaux à des compétitions de niveau international? C'est pas sûr. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce cheval-là a les qualités, les vertus, le coffre nécessaire. C'est un cheval qui est très, très bon porteur, qui a une ouverture de poitrail importante, qui est très endurant, qui est résistant, qui a un rythme cardiaque bas à cause de son élevage en haute altitude. Et donc tout ça fait que, normalement, théoriquement, ce devrait être un cheval tout à fait adapté aux épreuves d'endurance. Et comme il va du destin des chevaux comme celui des hommes, il y a au Caucase de belles histoires d'hommes et de chevaux.